Mesdames et messieurs, bonjour. Chers amis, merci d'être là avec votre fidélité et votre confiance. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune que je ne connaissais pas, mais dont j'ai lu les exploits sportifs. Il est adepte du triathlon. Il est né, il a grandi en France et il a choisi à un moment donné de courir pour le drapeau marocain. Et ça confirme aujourd'hui le momentum que connaît notre pays avec la dimension sportive. Récemment, il vient de gagner la médaille d'or au championnat panarabe, mais il a un véritable parcours qu'on va essayer de découvrir ensemble avec lui, Badr Siwan, qui est mon invité. Bonjour Badr. Bonjour Diane, merci beaucoup pour ton invitation. C'est un plaisir. Il n'y a qu'une seule question avec laquelle on va démarrer, c'est qui est Badr? Jeune de 31 ans maintenant, un peu de background, qui pratique le triathlon avec passion, avec abnégation, avec conviction et qui porte le drapeau marocain partout dans le monde avec fierté et surtout pour essayer de ramener le plus de médailles possible avec le drapeau en haut du podium comme toujours. Comment est venu le virus du triathlon? Ah, le virus du triathlon, c'est une longue histoire. Mon père, qui est adepte de sport en tout genre, hein, il regardait le foot à la télé comme tout le monde, mais le cyclisme, le basket et tout. Moi, j'étais hyper actif. Ça veut dire, il en avait marre. Il me dit, écoute, moi, je te propose, on fait du multisport. Donc, ma mère, on commençait à checker à droite, à gauche comment ça se passait. Et on a trouvé un club à côté de chez moi. Donc, moi, j'habitais à Paris, à Saint-Michel-sur-Orge exactement. Un club de multisport. Donc voilà, je rentre dans ce club-là, je fais du karaté, je fais du judo, du basket, du vélo. Et un jour, mon père, dans la voiture, me dit, écoute, j'ai vu un sport sympathique à la télé, le triathlon. À natation, vélo, course à pied, ça a l'air sympathique. Viens, tu veux pas essayer? Je lui ai dit, écoute-moi, on y va. Et on a eu de la chance, un club de triathlon s'est ouvert à côté de la maison à Saint-Michel-sur-Orge. Et c'est à ce moment-là que le virus a commencé. Alors, juste avant de continuer, le triathlon exactement, c'est quelles sont les trois disciplines? Alors, tu as la natation, le vélo et la course à pied. Combien de kilomètres? Ça s'est enchaîné. D'accord. Donc, il n'y a pas d'arrêt de chrono. Il n'y a pas d'arrêt de chrono. On commence par la natation. On continue, on sort de la natation, on court, on prend son vélo, on fait le vélo, on pose le vélo, on prend directement ses chaussures et on part pour la partie course à pied, pour la partie pédestre, qui sera la dernière partie. Donc, le chrono s'arrête à ce moment-là, à l'arrivée de la course à pied. Donc c'est un chrono global ou c'est la natation X kilomètres, vélo X kilomètres Alors c'est un chrono global, mais on a maintenant, avec les puces chronométriques, on a les différents splits, comme on dit. Donc on a la natation, le vélo, la course à pied. Pour moi, en termes de mes distances, actuellement, je pratique la distance sprint, qui dit 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Et vous avez la distance olympique, entre parenthèses la distance mètre, 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. J'ai vu, tu me fais une petite tête en me disant sprint. Oui, sprint, ça dure quand même 50 minutes. Et la distance olympique dure en moyenne 1h40. Après, il y a la distance Ironman. Mais bon, ça, c'est impressionnant. Comment un jeune de Saint-Michel-sur-Orge garde la discipline du triathlon, alors que la plupart de ses potes, j'imagine, ils sont à droite, à gauche, pour ne pas dire autre chose. Comment on maintient cette discipline toutes ces années? Ouais, et en fait, moi, j'habitais dans un quartier, donc on était tous très, très proches, etc. Donc à Saint-Michel-sur-Orge et après sur Évry dans le 91. Franchement, la discipline, je pense que je l'ai apprise parce que moi, j'étais pas du tout discipliné. À l'école, j'étais même pas premier du tout. Et pourtant, après, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc, en fait, la discipline, je l'ai apprise. Ma mère était très, très stricte. Elle est corse. Je salue les Corses qui nous écoutent. Et mon papa est marocain de Khimisset, voilà. Et du coup, ma mère était très, très stricte. Ça veut dire que, voilà, maintenant, je peux un peu faire ce que je veux, bien entendu. Maintenant, je suis adulte. Mais elle était très stricte dans le sens où c'était telle heure, tu rentres, telle heure, on fait ça, telle heure, on fait ça. Donc, j'avais quelque chose de très, très programmé. Un exemple, quand j'allais à l'école, au collège, donc j'étais assez jeune, j'allais à l'école, le bus, il passait à telle heure, il fallait que je sorte de la maison à telle heure. Je revenais, j'allais directement à la piscine, je sortais de la piscine, j'allais faire mes devoirs et c'était ça tous les jours. Donc ça veut dire à un moment donné, c'est difficile, mais en fait, en termes d'organisation, j'ai eu tout de suite cette discipline. Alors moi, je voulais pas l'accepter, comme tous les jeunes de notre âge à cet âge-là. Quand on est au collège, on n'est pas très discipliné. Mais ouais, et après, progressivement, la discipline, je l'ai appris avec le sport.
Très bien. C'est le sport vraiment qui m'a quadrillé, qui m'a mis un cadre. Parce qu'en fait, pour être meilleur que ses copains, parce que moi, je faisais ça juste pour battre mes copains. Je faisais pas ça pour être le meilleur, que ce soit en France, au Maroc, dans le monde. Non, moi, c'était juste pour battre mes copains. Pour que quand je retourne à l'école le lendemain, je lui dis, ouais, t'as vu, je t'ai bien battu. C'est très bien. Euh, à quel moment l'amour de porter le drapeau marocain est venu et comment ça s'est passé? Alors, moi, l'amour de porter le drapeau marocain, c'est depuis le début. Pardon, moi, quand on était jeune, avec mon papa, on allait au Maroc l'été, hein, un mois d'été, comme tout le monde. On prend la voiture, on met les bagages sur la voiture, on y va. Donc, moi, j'ai connu le Maroc où on était tous très contents de descendre, tous ensemble, toute la famille. On retournait dans notre maison à Rimisset où on était très heureux. Puis après, on voyageait, on visitait. Je me rappelle, hein, on visitait la Aïoun. On visitait tout Agadir, etc. Donc c'était magnifique. Donc c'était quelque chose moi que je portais. Et alors quand on s'est mis au triathlon et surtout quand j'ai commencé à comprendre comment ça se passait la hiérarchie, après une blessure et après un arrêt un peu parce que j'en avais marre, j'ai dit à mon père écoute moi je suis ok, on essaye de reprendre le triathlon, on essaye de se remettre dedans, mais par contre on représente le Maroc. Et à ce moment-là il m'a dit non. Tu vas courir et tu essaies de partir en équipe de France et après tu iras voir le Maroc. Tu vas pas voir le Maroc en n'ayant aucun bagage derrière. Parce qu'en fait, le problème qu'on peut retrouver, c'était que en fait, quand on fait des compétitions internationales, c'est très difficile parce qu'on voyage seul ou alors on voyage avec quelqu'un. Mais c'est très difficile, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et moi, comme il me disait, hein, c'est une phrase, hein, mais il me disait, la meilleure école, c'est l'école française. Après, tu vas faire ce qu'il faut au Maroc. C'est le plus important, c'est d'avoir un bagage. Ne va pas comme ça, les yeux bandés, et on y va, on dit on veut courir pour le Maroc. Non, il me dit ça marche pas ça. C'est formation plus expérience. Exactement. Et à ce moment-là, c'est exactement parce que moi je connais rien, moi j'y connais rien, mais j'ai cette envie. Alors une envie, et quand on n'y connaît rien, on peut pas y aller. Il me disait non, il faut se quadriller, alors t'essayes, et à ce moment-là, j'ai tout donné. Ça veut dire que j'avais plus ce moment où je me disais non, je veux arrêter, je veux faire du parcours, du hip-hop. Non, c'était focus à 100%. Et on était là, on était comme si on était formaté. Et c'est vraiment le mot, c'est qu'à ce moment-là, je me suis formaté. Ça veut dire que j'ai eu un avant et un après. Et je me rappelle très bien, mois de septembre, après 3-4 mois d'arrêt, mon père me dit tu veux continuer ou tu veux arrêter? Moi, j'étais piqué par le sport, par ce sport-là qui est magnifique. Je lui dis écoute, on continue, mais on y va à fond. Et à ce moment-là, je me suis jamais arrêté. Et je suis là devant toi. Et donc, à ce moment-là, tu as contacté la fédération marocaine? Ouais, Fédération royale marocaine de sport pour tous. À ce moment-là, c'était le sport pour tous. Et surtout, moi, j'ai eu un contact avec le triathlon marocain. C'est grâce à Mehdi Sadik. Mehdi Sadik, qui pratiquait ce sport-là depuis très longtemps. Ça veut dire que lui, il a déjà 2008, il a essayé de se qualifier à Londres en 2012, puis après à Rio en 2016. Et alhamdoulilah, il est parti aux Jeux Olympiques en 2020, 2021 pour Tokyo. Et en fait, c'est grâce à lui, parce que lui, il habitait à côté dans ma région. Et en fait, moi, je le côtoyais parce que moi, en étant en Île-de-France, j'étais détecté par la région et du coup par un peu la fédération française de triathlon. Et lui, il était très fort aussi à ce moment-là. Donc en fait, on se voyait, on se côtoyait. Donc on savait très bien que ça existait le triathlon et comment fallait y aller. Donc c'est grâce à Mehdi Sadik qu'on a eu le mail. On a contacté la Fédération Sport pour tous, Fédération royale de sport pour tous. À ce moment-là, ils nous ont expliqué un peu les démarches. Et ma première compétition, je me rappelle très bien, c'était au Canada, à Edmonton, championnat du monde U23. Donc on m'envoie le billet, sauf que je ne peux pas partir tout seul parce que j'ai pas 23 ans. Donc, je ne peux pas conduire ni rien, ni prendre de chambre d'hôtel. Donc, mon père vient avec moi. À ce moment-là, on prend un billet d'avion pour mon père. Moi, j'y connais rien. Donc, on prend, tac, tac, tac. Mon père, il va à l'aéroport. On lui dit, vous ne pouvez pas monter dans l'avion. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de visa, vous n'avez pas d'ESTA pour faire une escale en Amérique. Donc, moi, j'y arrive. Donc, moi, je me suis dit, mon père, il est parti. Donc, j'arrive à l'aéroport, je le vois. Il me dit, écoute, il me faut un visa. Je lui dis, comment on va faire? Et donc, premier problème. Et tu sais, c'est à ce moment-là que j'ai compris que en fait, je vais avoir beaucoup de petits problèmes qu'il faudra savoir gérer. Alors, moi, quand j'étais jeune, hein, quand il est venu avec moi, j'étais très stressé. Ça veut dire que je lui dis, mais comment on va faire? Moi, je vais rester à l'aéroport pendant un moment. Tu vas faire comment? Et en fait, j'ai compris qu'au fur et à mesure de mon histoire, que je vais te raconter, il y a plein de petits problèmes qui se sont mis devant moi, qui m'ont fait énormément grandir. Et ces problèmes-là me font énormément grandir. C'est peut-être problèmes
anodin pour certains, mais nous, en tant qu'athlètes, c'est très important parce qu'on part comme si on partait formaté. On est là pour faire la course, on revient et on sait l'étape avant d'arriver pour faire la À chaque course. fois, ce sont des expériences qui te font grandir et qui te nourrissent, Exact, bien évidemment. exact. Aujourd'hui, sur le plan institutionnel, tu es accompagné par qui? Alors, sur le plan sur partenaire institutionnel, je suis accompagné par la Fédération royale marocaine de triathlon qui existe depuis 2019, fin 2018-2019. Donc, c'est royal et je suis très content que ça existe parce qu'en fait, Sport pour tous, ça a comblé beaucoup de sports. Mais le fait d'avoir notre fédération qui est là, qui tienne, c'était magnifique. Donc 2019, fin 2018, début 2019, Fédération royale marocaine de triathlon et le comité national olympique marocain qui nous accompagne aussi. Et les deux, en concert, sont là pour faire, entre parenthèses, un tandem pour nous aider à y arriver et à voir ce qu'on peut, quoi. Ok. Quelles sont les autres institutions qui t'accompagnent? Alors après, moi, en termes j'ai des partenaires privés. J'ai OCP qui m'accompagne depuis que je suis tout jeune. Alors, comment il m'a accompagné? C'est très simple. La première fois que j'ai fait, c'est que je suis un peu un maniaque. Direction LinkedIn. Et j'ai envoyé des messages à tout le monde. À tout le monde qui travaille là-bas. J'ai eu une réponse. On m'a donné un email de Madame Ouda qui était à l'époque là-bas. Elle a bien voulu me répondre au téléphone et m'expliquer comment ça se passait. Moi, j'avais jamais fait ni de dossier de sponsoring ni rien du tout. J'avais une pauvre feuille, un CV, la vérité. J'avais un OCP, c'est CV. depuis combien de temps? OCP, ça maintenant, ça va faire 6 ans. Ah, 2000, super. Et il y a un 2019. club dans lequel tu t'entraînes? Alors, moi, je m'entraîne au FUS, en natation. Après, je suis aussi affilié au LIDEX, grâce à OCP, donc LIDEX de Rabat, un complexe magnifique où on a des meilleures institutions que l'INSEP en France. Petite aparté qui est vraiment très, très importante, c'est qu'on a tout ici. Plus besoin de partir à l'étranger, sauf peut-être pour des stages en altitude ou autre. En tout cas, on a tout ici. En termes de course à pied, je m'entraîne à côté, donc soit au LIDEX sur la piste, soit avec mes coureurs dans les régions de Rabat. Et en vélo, Rabat et ses régions, c'est magnifique, on a tout ce qu'il faut. Est-ce que globalement, en général, le secteur privé accompagne ce type de sport ou ça reste encore difficile aujourd'hui? Alors, globalement, ils accompagnent, mais c'est très difficile parce qu'il n'est pas connu. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas sur un sport qui est très médiatique. Pourtant, il est médiatisable, mais pas encore, il ne rentre pas encore dans nos mœurs. On le voit très médiatique en Grande-Bretagne, aux US, au Japon, en Australie, mais pas encore au Maroc, ou même en France, c'est encore difficile. Mais bon, il est beaucoup plus médiatisé vu que vous avez des courses Mais qui qui sont en doit le direct. faire? Qui doit le faire? C'est la fédération? C'est les sportifs eux-mêmes? C'est qui doit faire cette médiatisation? Alors, je pense que ça passe automatiquement par les sportifs. Les sportifs sont la vitrine de la fédération. Une fédération n'a pas vocation à aller développer des partenaires privés. Par contre, les partenaires privés vont venir voir les sportifs, leur vitrine, et à ce moment-là, la fédération se met en avant pour aller aussi développer beaucoup plus de choses. Mais la fédération sans sportifs, elle est rien. Et les sportifs sans fédération, ils sont rien. C'est un tandem qui fait qu'on arrive à monter et on développe ce sport. Donc c'est pour ça que moi j'essaye aussi de développer à ma manière. Peut-être voilà, comme être ici et te parler et te raconter un peu ma vie, mais aussi dans d'autres façons, rencontrer des jeunes, aller dans des associations. On essaye de développer ça, on essaye de leur montrer qu'en fait c'est pas que nous, mais c'est aussi possible pour tout le monde. Et donc, du coup, de développer ce sport et développer cette bonne parole, parce que les gens, ils nous voient sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, peu importe. Mais bon, des fois, ils se disent, ouais, mais c'est pas Et pour moi. comment on fait pour donner envie à des jeunes de venir vers ce sport? Alors déjà, ça leur permet de changer un peu leur style de vie. Des fois, il y en a qui sont un peu perdus. Moi, je me retrouve souvent en des jeunes qui avaient le même âge que moi, ou qui sont un peu plus jeunes. À l'époque, moi, où j'étais toute jeune et que je savais plus ce que je voulais faire. Et quand j'étais jeune et que mon père, il m'a un peu mis la ligne droite, il m'a dit, il faut la suivre, il faut y aller. Il y en a qui sont peut-être qui n'ont pas cette chance-là. Et donc, du coup, peut-être en me voyant et en discutant avec ces jeunes-là, ça permet d'avoir une tout petite déclic, une petite lumière. Alors, je dis pas qu'ils la suivront, mais peut-être que ça va leur permettre d'avancer, de se dire, ah ouais, quand même, peut-être c'est possible aussi pour moi. Ça leur donne du sens, quoi. Ouais, du sens et du courage, parce qu'en fait, des fois, quand on voit pas quand on voit pas la personne, parce que moi, je leur raconte mon histoire. Je leur dis, écoute, moi, j'étais comme toi, et voilà, et j'ai fait ça, et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, j'ai fait des belles choses, et j'ai fait des choses un peu moyennes. Mais est-ce que ta chance, c'est pas aussi d'avoir eu un père qui t'a servi de boussole sur ce sport-là en particulier? Ouais, je pense que ma chance, c'est d'avoir été dans la voiture avec mon père au moment où il m'a dit, viens en faire du triathlon.
C'est exactement. Parce que je me rappelle comme si c'était hier. En plus, il me dit ça en rigolant. Moi, je me rappelais plus du prénom. Triathlon, très malin. Et je vais à ma mère, écoute, il m'a dit ça. Je me rappelle plus du prénom. Ah, 3 sports, ouais, je sais pas ce que c'est et tout. Et ouais, c'est exactement à ce moment clé que ma vie, peut-être, a changé. C'est franchement, et tu sais que des fois, ça joue un tout petit peu. Alors, si tu prenais du recul et tu me disais, voilà les 2 ou 3 valeurs que j'ai appris en pratiquant ce sport toutes ces années, ce seraient lesquelles? Première valeur essentielle pour moi, respect des autres. Respect des autres sportifs. Respect des personnes en général. Tu sais, on peut dire on a du respect envers les gens, etc. Mais le sport t'inculque ça. C'est la première valeur qui t'inculque, c'est le respect. Le respect, la découverte, le respect des religions, le respect des gens. Voilà. Mais c'est quand on est jeune, enfin, moi je te le dis, on a beau dire oui, non, non, non. Le respect, c'est très important. Savoir respecter les gens. Le deuxième, c'est une valeur qui est essentielle, c'est de croire en ses rêves. Pour moi, cette valeur-là, elle est très importante parce qu'en fait, moi je te le dis, hein, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit arrête, ça ne marchera pas. Ah non, tu ne pourras pas. Ah, c'est pas pour toi. Ah, ça coûte trop cher. Ces mêmes gens-là, je les revois. Hein. Ils m'ont dit, ah ouais, c'est bien, Badr, c'est bien, tu as continué. Et ça, tout le monde, les gens qui nous écoutent et peut-être les gens qui sont autour de nous, l'ont déjà vécu. On t'a déjà dit un jour, bah non, arrête, c'est bon, c'est mieux pour toi. Pourtant, tout était dans la tête. J'ai jamais abandonné mon rêve. Le rêve que j'avais, je l'ai poursuivi avec la chance d'avoir mes parents à côté de moi, avec la chance de pouvoir découvrir des gens et d'avoir eu l'occasion de rencontrer des personnes comme toi, là, qui ont changé ma vie. La troisième valeur? Troisième valeur, c'est la confiance en soi. Tu sais, d'avoir confiance en soi, quand on est jeune, ça, on ne connaît pas ça. Tu as suivi, j'imagine, ces derniers temps, le mouvement de ces jeunes, un peu de ta génération, même si toi, tu es un tout petit peu plus vieux, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces jeunes Marocains aujourd'hui qui se posent plein de questions sur le fait que le sport, ça peut leur apporter beaucoup? Ouais, mais est-ce que je pourrais leur dire? Mais est-ce que j'essaye de, sans leur dire, mais de véhiculer sur mes réseaux, c'est qu'en fait, tout est possible. Ça veut dire que d'aller chercher vers le sport, d'aller se chercher vers le sport, c'est plus ça, d'aller se chercher vers le sport, aller découvrir un sport, pas le triathlon, mais tout. Ça peut vous changer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, des personnes qui n'ont jamais pratiqué le sport ou qui ont déjà pratiqué le sport mais qui ont arrêté, ça peut vous changer. Le sport, c'est un milieu où on peut se découvrir, redécouvrir ou se créer à nouveau. C'est un endroit où on n'est pas là en train de chercher le statut social. Tu viens d'où? T'es fils de... Ah, t'habites dans un quartier. Parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Moi, j'habitais dans un quartier. Il y avait des gens qui étaient un peu plus, beaucoup plus riches, très riches. Et on te le dit. Ouais, ah non, mais viens pas à son anniversaire. Ouais, non, tu peux pas venir à ça. Sauf que le sport, quand tu es sur le ligne de départ ou quand tu es en train de jouer un match de foot, écoute, tout le monde, c'est les mêmes personnes. Ils ont tous des jambes, une tête et des chevilles et des pieds pour jouer et pour pratiquer ce sport-là. Et moi, ce que je dis, c'est d'aller vers le sport et surtout de croire en leurs rêves, même s'ils pensent que c'est fermé. Il y a toujours une petite porte, un petit trou dans la porte qui va permettre de rentrer et d'aller faire et d'aller chercher ce qu'ils veulent. D'aller chercher ce qu'ils veulent, que ce soit dans le sport, dans la vie en général, sans aller faire voilà, du grabuge et tout, mais aller chercher ce qu'ils veulent. Et c'est ça le plus important dans moi. Pour moi, c'est ce que je véhicule, c'est que moi, on m'a jamais rien donné. J'ai essayé de tout aller chercher moi-même, avec mes moyens, que ce soit à droite, à gauche ou au milieu. Mais en tout cas, j'ai toujours tapé à une porte et j'ai réussi à l'ouvrir. C'est ce qu'il faudrait véhiculer. Et ce qui est... En fait, il faut croire, il faut dire à un jeune dehors, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Pense pas que tu n'y arriveras pas. Tu y arriveras. C'est juste dans ta tête. Quel est, quel est ton palmarès ces 3 dernières années ou 4 dernières années aujourd'hui? Alors moi, j'ai gagné les Jeux africains à Rabat qui étaient en 2019. Donc, c'était en août 2019, les Jeux africains. J'ai fait vice-champion des Jeux africains en 2024. J'ai fait deuxième au championnat d'Afrique de triathlon. J'ai gagné les Jeux pan-arabes de triathlon 2025.
Je suis classé 89e mondial sur le classement mondial. Donc voilà, un palmarès assez sympathique. Après, voilà, il est étoffé, mais le plus important, c'est plus maintenant, c'est le palmarès, mais surtout la vision. Tu vois, c'est une vision. C'est quoi ton ambition? Moi, mon ambition, c'est d'aller aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et plus haute que ça, c'est de montrer le sport marocain, triathlon marocain, même le sport en général, à une autre vision sur la scène triathlétique. C'est-à-dire que les gens, ils connaissaient pas énormément, ou que les Marocains ne connaissaient pas énormément le triathlon, ou connaissaient le triathlon via l'Ironman, parce qu'on a beaucoup d'adeptes qui pratiquent l'Ironman au Maroc, ce qui est un sport aussi très exigeant. C'est le triathlon, mais c'est très exigeant, c'est des plus grandes distances. Et donc, le but, c'est de faire ça, et d'aller chercher ces résultats-là, d'aller chercher les Jeux Olympiques, d'aller faire un très très bon résultat aux Jeux Olympiques. Qui sait, la porte, elle est ouverte à partir du moment où on prend un départ d'une course. La porte, elle est ouverte à tous les scénarios de course. Quand tu regardes tout ce parcours, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes parents aujourd'hui? Waouh, moi, j'aimerais juste leur dire merci, en fait. Je leur dis merci. Merci parce que il y avait des moments où c'était pas facile, que ce soit à la maison, que ce soit dehors, que ce soit dans la vie en général. Et ouais, tu veux juste leur dire merci parce que, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais tout part d'eux, là. Ça part pas de moi. Quand je me déplace, c'est grâce à eux, des fois, hein, et surtout au début, la clé, moi j'étais à la serrure, mais eux, ils ont mis la clé. La clé pour me dire, vas-y, on y va. Est-ce que tu as conscience, je connais un peu l'environnement banlieue française, etc., puisque moi-même, j'ai grandi en province. Est-ce que tu as conscience que quelque part, ce sport t'a quelque part un peu sauvé la vie et t'a donné une autre orientation de ta vie? Ouais, ah oui. Est-ce que tu as conscience de ça? Ouais. En fait, j'ai conscience. Alors, j'ai eu conscience progressivement. Ça veut dire que j'ai eu conscience de rencontrer des amis qui n'étaient pas du tout dans mon milieu social. Moi, j'étais un milieu social, écoute. Voilà, bâtiment, 12 étages, grosse banlieue. Donc, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des amis qui habitaient dans des maisons et des villas. Ça, pour moi, j'avais jamais mis les pieds là-dedans. Donc, je ne connaissais rien. Donc, déjà, j'ai eu conscience de ça. Je me suis dit, ah ouais, j'ai un autre cercle social. Deuxième cercle social, c'est-à-dire quand je commence à plus un peu marcher. Marcher en termes de performance en France. À ce moment-là, les gens, ils te parlent, qui ne sont pas du tout dans ton milieu social. Et troisièmement, j'ai eu cette chance-là de voir que j'ai changé totalement ma vie en voyant mes amis quand je retourne en France. Et c'est à ce moment-là où je me dis, ouais, ben en fait, j'ai bien fait. En fait, j'ai changé la direction que j'avais. Parce que ma direction, elle n'aurait pas été celle-là si j'avais pas fait les bons choix ou si mes parents ne m'avaient pas dit fais comme ça enfin voilà, ou après tes parents ils ont beau dire ça, mais dans ta tête ça joue, c'est le dernier dé il est dans ta tête. Et c'est à ce moment-là, en fait, je me suis dit qu'en fait j'ai eu toute cette parce que c'est difficile. Moi, j'allais à l'école à Paris, etc. Donc c'est trop difficile. Moi, je me levais à 4h du matin, j'allais à l'école, donc je prenais le RER, donc le train. J'allais nager de 6h à 7h du matin. J'allais à l'école, au studio École de France à Issy-les-Moulineaux. Je reprenais le train, je repartais à Saint-Michel-sur-Orge. J'allais travailler à Decathlon en 4 heures et je sortais de là-bas, j'allais courir. Donc, tu vois, je faisais 2 sports par jour. Et c'est difficile. À un moment donné, tu te dis, ouais, je vais lâcher. À un moment donné, dans ta tête, tu deviens un robot. Donc, tu te dis, mais attends, mais moi, je suis un malade. Qu'est-ce que tu fais que tu ne lâches pas? Ben, franchement, je pense qu'il fait que je lâche pas, c'est que je suis... j'avais pas d'autre solution. Pour moi, j'avais pas d'autre solution. Quand tu dis j'ai pas d'autre solution, pour rester debout ou pour faire un autre métier ou autre chose, c'est Non, quoi? j'avais pas d'autre solution parce que je me suis dit que ma mission, enfin moi j'avais comme une mission, tu vois. Raison d'être. Ouais, en fait c'était une mission. C'est une mission pour moi. C'était une mission et en fait c'est vrai hein, parce que moi je me rappelle j'allais chez le docteur, il me disait ouais ta tension elle est montée. Je lui dis ben ouais je me lève à 4h du matin, je me couche à 22h. Et ça je l'ai fait pendant 2 ans. Il me dit mais comment tu tiens? Je lui dis mais parce qu'en fait mais j'étais drogué à ce sport en fait, c'est clairement. Et en fait même plus que ça, c'est qu'en fait moi à partir du moment où je m'étais mis une mission dans la tête, il fallait que j'y arrive. Même en continuant mes études, tu sais, j'ai un bac plus 4, j'ai fait de l'audiovisuel, j'ai un bac plus 4, donc du coup, quand même, j'ai un bagage. J'ai pas de bac, j'ai un bagage.
Mais moi, j'étais complètement devenu fou. Mais il fallait que je réussisse. Et pour réussir, il faut y aller. Tu te lèves le matin, tu mets ton réveil et tu y vas. C'est ce que je faisais tous les jours. Le dernier craquage que tu as en tête, c'était quand et pourquoi? Craquage mental. Mon craquage mental, le dernier craquage. Non, mais je fais des craquages un peu tout le temps, hein, tu vois. Parce qu'en fait, c'est de la discipline. Là, mon dernier craquage, c'est que. Ouais, voilà, je pense que je l'ai dans mon téléphone, hein. J'ai dû envoyer un message à mon coach, je lui ai dit j'arrête tout. Mais sur le moment, tu vois. Et le soir, je lui dis bon, on fait quoi demain? C'est quoi la séance? Mais qu'est-ce qui a déclenché ce j'arrête tout? Parce que tu sais, c'est monotone, c'est difficile. Même si on rigole et tout. Moi, j'ai de la chance, j'ai ma femme à côté de moi, j'ai mes parents, j'ai tout le monde à côté de moi. Mais des fois, c'est difficile. Tu sais, je m'entraîne quand même entre 27 et 30 heures par semaine, des fois 25 heures, mais en moyenne 27 heures par semaine. Et 27 heures par semaine, il faut les tenir. Je fais du vélo presque 80% tout seul, parce que les autres personnes qui s'entraînent avec moi, ils travaillent. Je m'entraîne en course à pied, je nage dans un groupe et des fois, je m'entraîne tout seul. Ouah, à un moment donné, c'est difficile. Donc, même au niveau social, tu dois être vraiment bien entouré. Si tu es entouré que d'athlètes, ça marche pas parce que tu parles toujours de sport. Non, moi j'ai besoin, tu vois, ma femme, elle est pas athlétique. Et pourtant, tu vois, on parle de tout et de rien. Et moi, ça me permet d'avoir une décompression d'un coup. Ça veut dire qu'en fait, en parlant avec elle ou en parlant avec des personnes qui ne font pas du tout de sport, ça permet et de repartir à zéro. Parce que moi, au bout de 2, 3 semaines, tu commences à péter un plomb. Alors imagine que face à toi, là, tout de suite, je suis une entreprise privée. Comment tu peux me convaincre de t'accompagner? Moi, pour convaincre une entreprise, déjà, je lui dis que sa vision d'excellence et de représenter le royaume, et parce que c'est une marque, elle peut la transmettre, elle peut la transférer vers moi en termes de performance, de puissance, d'image. Parce que le but, c'est quand même de montrer une marque. Parce que voilà, moi j'ai des logos, donc je les montre aussi quand je fais des résultats, quand je vais faire sur des interventions publiques et tout. On a cette marque et donc cette marque nous accompagne. Moi, j'ai les mêmes valeurs que ces marques. Les marques que je vais démarcher, c'est les mêmes valeurs. C'est les valeurs de résilience, de performance et de confiance en soi et surtout de représenter le royaume. Et donc voilà, le but, tu dis ça à ces marques-là et surtout tu leur dis que l'objectif c'est d'aller aux Jeux Olympiques, d'avoir un projet olympique et un projet national, un projet de drapeau. Le but c'est d'avoir le drapeau le plus haut possible au Maroc et que il peut y avoir aussi leur logo avec moi et m'accompagner tout le long pour avoir une belle vision et surtout peut-être une belle histoire. Quand tu rencontres tes potes, tes copains, là où tu habitais en France, des franco-marocains, est-ce que tu as souvenir du regard ou de la lecture que vous aviez du Maroc en étant à Saint-Michel-sur-Orge, Ouais, autour d'un café? Qu'est-ce que vous racontiez? Comment vous avez vu ce Maroc évoluer? ouais, en fait, c'est difficile, mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, je t'ai dit, je partais à Rémi 7. Pour moi, c'était pas développé, c'était difficile. Moi, j'y allais parce que moi, c'était mon kiff. Moi, j'aime mon Maroc. Mais quand les gens te parlaient, bah ouais, bah écoute, voilà, le Maroc, c'est cool, mais bon, voilà, c'est difficile, Rémi 7, etc. Comme surtout, il y avait des amis qui venaient avec moi français, qui venaient faire les vacances avec nous, et ils aimaient. Mais c'était difficile de se dire, ben voilà, ça va se développer comme ça, Rémi 7, etc. Moi, je connaissais que Rémi 7. Donc, j'étais un peu bloqué à ce moment-là, tu vois. Et, euh, et maintenant, la vision, elle est tout autre. Parce que même moi, quand je vais revoir mes amis, c'est c'est un changement. Les mecs qui me disent, mais t'as 100% raison, Badal. Tu as tout changé. C'est un game changer ce que tu as fait. D'être là-bas, d'aller faire ce que tu fais, et surtout d'aller faire ces résultats-là, et surtout d'aller au Maroc et t'entraîner. Tu as tout changé chez moi. Parce que là, en fait, la vision, elle est inverse maintenant. Tu viens au Maroc, mais quand tu regardes la France, tu dis, oh, les gars, venez au Maroc, c'est beaucoup mieux. Quel est ton regard sur la France maintenant que tu es installé à Rabat depuis quelques années? Le regard, il est, ça reste quand même un pays où, enfin voilà, moi j'ai la double nationalité, donc jamais je crache sur un pays qui m'a fait grandir, tu vois. Enfin, c'est impossible, tu vois. Je crache jamais dans la main de quelqu'un qui m'a nourri. Mais, euh, mais pour moi, ça s'est dégradé. À Rabat, moi je suis 15 fois, 1000 fois mieux. Moi, quand je vois mes potes qui s'entraînent, qui sont aussi triathlètes, qui s'entraînent en France, ils me disent non, mais attends, on va venir en stage à Rabat nous aussi. T'imagines? Avant, c'était impossible. Maintenant, moi, quand je leur montre comment je m'entraîne, les infrastructures que j'ai,
où est-ce que je m'entraîne? Il me dit: «Waouh, mais c'est magnifique, en fait, là où tu es. Mais on vient en stage, on vient aussi regarder, on veut aussi profiter, nous aussi». Tu imagines? Tes parents se sont aussi réinstallés avec toi à Rabat ou ils sont restés en France? Non, et ben, en fait, nous, on a une maison à Rémisset et sinon, ils habitent à Saint-Michel-sur-Orge. D'accord. Donc tu les vois. Ils continuent toujours à te piloter de loin. Comment ça se Bah passe? ouais, comme toujours, hein. Tu sais, on a un petit groupe WhatsApp avec les parents. Je leur dis où est-ce que je suis et il y a toujours un petit mot du père qui dit: «Oh, attention, Super. gagne». On a une petite séquence qui s'appelle à cœur ouvert. Donc tu vas choisir 3 questions que tu vas me donner et je vais te les lire. Voilà. Merci. Super. Alors, séquence à cœur ouvert. Quel moment de ta vie a tout changé sans que tu ne le saches sur le moment? Le moment de ma vie qui a tout changé, je pense, c'est le moment où ils sont venus dans ma chambre, au moment où j'avais tout arrêté. Donc en fait, voilà, j'étais à l'école, j'en avais marre. Au collège, j'en avais marre. J'ai arrêté pendant 6 mois. Et au mois de septembre, c'était le moment où on renouvelait les licences en France. Donc c'est soit on renouvelle, soit on renouvelle pas en triathlon. Et je me rappelle, début septembre, mon père vient avec ma mère. Tu veux continuer? Je leur dis: continuer quoi? Bah, triathlon. Je leur dis: bah ouais, il faut qu'on continue. Moi, il faut y aller. Et c'est à ce moment-là, je pense que c'est ce moment où je leur ai dit: on continue, on fait le meilleur, qui a tout changé. Ma vie a changé à ce moment-là. Parce que sinon, j'aurais été comme tout le monde. Tu vois, il y a des petits moments sur le moment où tu ne sens pas, mais qui font que ta vie, elle change totalement. Donc à ce moment-là, dans ma chambre, au mois de septembre, c'est là où ma vie, elle a changé. Quel a été ton plus grand doute et qu'as-tu choisi d'en faire? Moi, mon plus grand doute, c'était d'échouer, la vérité. Parce qu'une fois que tu t'engages sur quelque chose, le pire ennemi de cette chose-là, c'est le doute et l'échec. Et moi, je pense que mon plus grand doute, c'était d'échouer. Parce que je me suis dit, peut-être qu'en fait, ben, j'y arriverai pas. Parce que, mine de rien, les gens, quand ils te disent, ouais, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi et tout, même si tu es fort mentalement, tu te dis, ouais, peut-être qu'il a raison quand même. Ah là, peut-être qu'il a raison. Et tu as un côté qui te dit, ah, et l'autre côté dit, oh là, oh, réveille-toi, mec, tu vas y aller. Et c'est exactement ça. Alors, si tu pouvais changer quelque chose dans le modèle de la société marocaine, depuis que tu l'observes de plus près, pour qu'elle franchisse un nouveau cap, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais envie de changer? Développement du sport. Ouais. Ouais, parce qu'en tant que sportif, on se dit qu'en fait, on peut faire beaucoup plus, mais pas en foot, mais dans les autres sports, et aller chercher. Parce qu'il y a des, il y a, il y a des, il y a des, il y a des jeunes extraordinaires partout au Maroc, tu sais. C'est magnifique. Et moi, je me dis qu'en fait, développer encore plus le sport avec une vitesse grand V, aller chercher tous ces enfants qui sont que des grandes stars de sport à en venir, tu vois. S'il y a cette main qui arrive au bon moment. Et c'est là où la difficulté elle est, c'est d'avoir cette main comme moi qui a été tendue à différents moments de ma carrière et de ma vie, que ce soit par mon père ou par d'autres personnes. Et tu vois, cette main-là, elle est très importante. C'est cette main qui fait que des fois, ta vie, elle change totalement. Et je pense que le sport, il peut changer par rapport à ça. Donc moi, j'ai le droit à une question, bien sûr, que je viens de prendre. Quelle est ta colère actuelle? Là, actuellement, ma colère, ce serait de... Je vais bientôt partir en vacances, donc... C'est... enfin, ma colère, là, ben voilà, dans mon téléphone, je pense que tu vas voir, il y a des messages encore pire que ce que j'avais dit, j'en ai marre. C'est que je disais à mon coach, ouais, ben, écoute, après les vacances, j'en ai marre. Enfin, ça fait 365 jours que je m'entraînais. Donc je lui ai dit que j'en avais marre et tout. C'est la colère. Je lui ai dit peut-être il y a 1 heure. Donc voilà, t'imagines. Et je reviens là-dessus, mais tu vois que je te parle souvent de mes coachs. C'est un peu mon soutien moral. C'est un peu mon psychologue. J'ai pas de psychologue. C'est un peu mon soutien moral parce que je suis obligé de parler, je suis obligé d'extérioriser tout ça et pas le garder en soi pour pas être complètement fou. Et j'ai 2 coachs qui sont extraordinaires, Mohamed et Alexandre. Alexandre en France, Mohamed ici. C'est des gens qui m'accompagnent. Et tu vois, je peux les appeler et leur dire, ouais, j'en ai marre, et insulter. Et voilà, c'est pas bien, mais derrière, ça me permet de redescendre et de repartir. Bien. On arrive à la fin de cette conversation. Tout à l'heure, tu as dit effectivement une des choses qui pourrait aussi accélérer, en tout cas qui pourrait changer au Maroc, ce serait le développement du sport. Quel message tu voudrais laisser
à la jeunesse marocaine et à la pratique du sport pour justement faire encore une fois de plus que notre nation devienne une véritable nation sportive? Je pense que le mot, le main mot, je pense, c'est de croire en que la génération des jeunes peut changer l'ambiance générale du sport au Maroc. Pour moi, les jeunes au Maroc, mais pas que, il y a aussi des MRE partout dans le monde, peuvent changer vraiment cette dimension-là de sport au Maroc. Mais même les Marocains, hein, mais enfin tout le monde. Les personnes de Dakhla, comme les personnes de Tanger, comme les personnes d'Oujda, comme les personnes de Rabat, tout le monde a une pierre, peuvent mettre une pierre à l'édifice du sport marocain pour que ça augmente. Pour moi, c'est ça. Et surtout de croire, surtout c'est un mot mais qui est très important et je pense que c'est l'un des mots les plus importants, c'est le pilier maintenant dans le sport, hein. C'est de croire en ses rêves parce que on te dira toujours tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Si j'y arriverai. C'est exactement ce game changer qui fait que ta vie, elle change. N'importe où tu nous écoutes, n'importe où tu es, que ce soit dans le monde ou que ce soit au Maroc, de Dakhla à Tanger, c'est la même chose. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui se passent et on est heureux maintenant de ce qui se passe maintenant politiquement pour le Maroc. Et c'est top, tu vois. Mais les gens qui habitent, voilà, il faut y aller. Il faut croire en ses rêves. Dernière question. Dis-moi. Tous les sportifs qui sont issus de la diaspora, qui se posent la question encore, pour certains, de choisir le drapeau marocain. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils ne réfléchissent plus et qu'ils choisissent le drapeau marocain? Qui le font pour nos trois. C'est Très bien. ce que j'ai à dire parce que notre roi fait tout pour que ça se développe. À eux de venir et de mettre leur pierre à l'édifice parce qu'il ne peut pas tout faire tout seul, notre roi. C'est à nous aussi de jouer notre rôle en tant que Marocain résident à l'étranger, en tant que Marocain, pour changer. Parce que devant, il est là. Mais nous, on doit être derrière, unis, pour développer. Merci Badr pour Merci à cette toi. conversation. Merci énormément. Mesdames et messieurs, chers amis, vous l'avez compris, le sport peut être un véritable levier de transformation dans notre pays. La jeunesse aujourd'hui a besoin de redonner du sens à ses projets de vie. Le sport est un des éléments. Badr aujourd'hui nous a expliqué, à travers son parcours, à travers sa vie, à travers le soutien indéfectible de ses parents qui l'ont amené jusqu'ici aujourd'hui, prouve encore une fois que croire en ses rêves, aujourd'hui, n'est pas une utopie. Au contraire, il faut y aller, il faut bosser, il faut garder sa passion, mais en même temps, effectivement, il faut enfoncer des portes. Parfois, elles sont fermées, mais là, passer par LinkedIn pour trouver un sponsor comme l'OCP, c'était osé, il fallait le faire et vous pouvez le faire. Donc, faire de notre pays une véritable nation sportive, c'est possible. À très bientôt pour un prochain épisode de Business and Leaders.